Bonjour à tous et bienvenue à ce tout nouvel épisode du podcast de ITED. Deuxième épisode aujourd'hui qui concerne les menaces et les vulnérabilités pour les entreprises québécoises, toujours dans le thème de la cybersécurité, présenté par ConnectWise. Se joint à moi aujourd'hui encore Jonathan Johnson, mon collègue de travail. Salut Jonathan, ça va bien? Salut Pascal, ça va super, merci. Good. Suivant le premier épisode, en fait, auquel on a parlé là, des grandes bases un peu, puis le portrait de la situation, si on veut, au Québec et dans le monde, au niveau de tout ce qui a trait à la cybersécurité, cybermenaces, cybercriminels. Aujourd'hui, je veux qu'on s'attarde surtout aux cybermenaces. Les cybermenaces, on en a parlé, c'est tous les menaces potentielles qui nous guettent, des fois sans même le savoir qui nous guettent. Donc, j'aimerais ça qu'on puisse les nommer, qu'on puisse un peu les expliquer pour que tout le monde qui navigue sur les internets soit capable justement de savoir c'est quoi les potentielles attaques ou c'est quoi les potentielles menaces auxquelles ils sont exposés. Donc, un peu de lexique encore aujourd'hui, mais surtout des concepts et des explications un peu plus là, clairs, sans trop tomber technique, juste être capable de bien être conscient de où est-ce que ces menaces-là peuvent être. Je tourne le coin de la rue, y a-t-il une menace qui est là? C'est ça que je veux savoir. Dans un premier temps, c'est un peu dans les pionniers là, des attaques. Là. On parle souvent de malware, en fait, ou de botnet qu'on va appeler. Donc, un malware, c'est un logiciel malveillant, traduction française. Qu'est-ce que tu pourrais m'expliquer ou me décrire comme étant un malware là, potentiel? Ouais, on va y aller avec un cas classique, là. Je veux utiliser un logiciel, ça me tente pas trop de payer. Je m'en vais sur Internet, je fais une coupe de recherche, je clique à gauche, je clique à droite, télécharge ce que je veux aller chercher. Ce que tu penses vouloir aller chercher. Ouais. En fait, ouais, ce qu'on pense vouloir installer de manière frauduleuse, on va se le dire. Là. C'est pas quelque chose qui est légal. Et je commence à l'installer. J'ai pas nécessairement de mesures de protection. Et je me fais infecter. Je vois rien. Il se passe rien. Ce que j'ai téléchargé, ça fonctionne. Mais ce que ça ne dit pas, c'est qu'en arrière, il y a des fichiers malicieux qui se sont installés, qu'on va appeler le malware. Et ce malware-là, tout dépendamment qu'est-ce qui a été programmé, il pourrait aller faire une porte en arrière pour pouvoir permettre à quelqu'un de prendre contact avec mon ordinateur, extraire des données. Il va se mettre à peut-être regarder mes habitudes sur Internet ou ce que je tape sur mon clavier. Donc, on parle d'un malware. Et puisque mon ordinateur il est présentement infecté, compromis, il pourrait se passer plein de choses. On parle de botnet. Il pourrait servir éventuellement dans une attaque de type botnet, donc de robots demi-robots zombies, puis il pourrait dormir, puis il se passe rien jusqu'au jour où est-ce que quelqu'un Il y a besoin de a besoin de mon ordinateur. Un des cas classiques qu'on a vu dans les dernières années pourrait être de faire de la crypto-monnaie. Donc, il va utiliser mon processeur, je vais trouver que mon ordinateur est lent, puis ça va servir à créer de la crypto-monnaie. Il pourrait être utilisé à d'autres fins, au bon gré de ce que l'acteur malveillant veut bien faire avec ce qu'il a installé. Donc, ce qu'il faut vraiment bien comprendre dans le fait d'un logiciel malveillant, c'est que on ouvre une porte, en fait, en pensant installer quelque chose ou utiliser quelque chose qui va être fonctionnel. Puis au final, il y a des choses qui se passent en arrière. Donc, c'est pas à la vue et au su de l'utilisateur. Là. Tu vas pas soudainement te rendre compte que tu as un malware d'installer sur ton poste de travail. Donc, ça en fait quelque chose qui est un petit peu plus malicieux dans le sens où tu l'as pas dans la face. Là, c'est sournois. C'est sournois. Puis ça peut prendre plein de manières. Là, je parle de téléchargement de logiciels. C'est la première chose qui m'est venue en tête. Là, mais je pourrais envoyer à Pascal une photo. Ou à tout de moins, ce que Pascal va penser être une photo. Puis il va me réécrire. « Hey, Jonathan, ta photo, elle fonctionne pas. Ah, t'as une minute. Je vais te la renvoyer. » Et là, ma deuxième photo va fonctionner. Mais ma première avait un code malicieux à l'intérieur. Toi, tu l'as exécuté parce que tu as ouvert la photo, puis elle n'a pas fonctionné, mais en fait, j'ai envoyé un code malicieux et j'ai installé, j'ai fait quelque chose sur ton ordinateur. Puis la deuxième reprise, hey, je m'excuse, il y avait une erreur et je t'envoie une vraie photo. Ça, là, on pourrait voir ça là, facilement dans des cas. Je suis en train de discuter sur Internet avec quelqu'un que je connais plus ou moins bien ou que ça fait longtemps que je connais, mais qui a un intérêt à vouloir pirater mon ordinateur, par exemple. Souvent, on va voir ça aussi sur une fraude classique de Facebook. Là. Souvent, là, c'est comme, hey, t'apparais dans cette vidéo-là, clique sur ce lien-là ou cette image-là ou cette vidéo-là. Puis là, mais comme tu dis, quand j'exécute
vu que c'est une action utilisateur, le logiciel, l'ordinateur va penser que c'est voulu. Donc, j'ai double-cliqué dessus. Ce n'est pas une automatisation. Donc, il va te laisser exécuter la tâche qui est de concrètement infecter ton ordinateur parce que tu vas cliquer sur quelque chose que tu n'aurais pas dû et que lui est malicieux. Ouais. OK, parfait. Donc, le malware, on va parler plus au niveau du logiciel. Il y a un autre logiciel qui existe que lui, il est vraiment il est plus mesquin. C'est ce qu'on va appeler le fameux rançongiciel ou le fameux ransomware. Ça peut fonctionner de la même façon un peu. Donc, c'est une installation sournoise sur mon poste de travail ou sur mon infrastructure, sauf que le but final pour ce type de logiciel-là est bien précis. Oui. En fait, effectivement, le rançongiciel en soi, on va partir d'un malware, d'un maliciel en français souvent, là, mais avec un but précis qui est de kidnapper mes données. Donc, les rendre inutilisables. Ils sont toujours présents, mais elles ne sont plus utilisables. Donc, si on parle d'un ordinateur plutôt personnel, ben, on veut aller peut-être sortir des données, encrypter les données pour avoir une rançon et extirper les données comptables que je pourrais avoir, par exemple. Dans un cas d'entreprise, ben, on veut complètement mettre à l'arrêt et obtenir une rançon assez élevée pour repartir toute l'entreprise. Donc, le rançon logiciel, il peut avoir un impact majeur parce que selon le rançon ou comment il a été programmé, peut ne s'attaquer, par exemple, aujourd'hui plus rare, à un seul poste ou un seul serveur. Mais dans les faits, maintenant, les rançons logiciels ont été, disons, faits de manière à regarder l'ensemble du réseau et être capable de passer d'un poste à un autre et de continuer à encrypter sur un autre poste. C'est bien sûr si les conditions sont reliées ou rencontrées. Donc là, on parle encore de logiciels. On a les logiciels malicieux, les maliciels qu'on appelle. On a les rançongiciels. Il y a un troisième type de logiciel qui existe que lui, il n'y a pas des actions concrètes qui sont faites avec le logiciel-là, plus que de l'espionnage. On va appeler ça un spyware, donc un logiciel espion. Donc, l'installation de ces fameux logiciels-là, souvent, vont être plus discrètes, en fait, parce que leur simple but, c'est de ramasser de l'information. Ça va être des logiciels qui vont souvent plus être utilisés dans des attaques contre des grandes organisations ou des gouvernements pour aller ramasser de l'information sans perpétrer une attaque directe. Donc, les logiciels espions en tant que tels, même fonctionnement, tu penses installer quelque chose qui n'est pas la bonne chose que tu installes. Une fois qu'ils sont dans mon réseau, c'est quoi mon problème? C'est quoi mes problèmes potentiels? Bien, en fait, ce qui va survenir avec les spyware, un logiciel espion, ça le dit, il va t'espionner. Il pourrait espionner ta caméra web qu'on a sur notre ordinateur. Il pourrait espionner mon clavier pour savoir qu'est-ce que je suis en train de taper. Le fameux keylogger. Keylogger. On pourrait espionner ensuite tout ce que je navigue sur Internet. On pourrait... puis après ça, là, moi, si j'ai décidé de regarder, je suis le programmeur, je suis le créateur, je décide de ce que je veux aller bien faire. Et je fais une petite parenthèse parce qu'on parle de malware, on parle de ransomware, spyware. Ce sont tous des étapes dans une attaque. Parce que l'attaque, la première chose, là, c'est les techniques utilisées majoritairement vont avoir un logiciel qui va parler avec un centre de contrôle. L'extérieur, okay. Et ce centre de contrôle-là, un coup qu'il y a une communication entre les deux, va commencer à envoyer ces types de logiciels-là, malicieux, spyware et autres, pour pouvoir justement en faire une attaque complète. Donc, plusieurs logiciels vont être utilisés dans l'attaque, spyware, malware, et tout ça va finir faire l'attaque à la fin, par exemple, de rançongiciel ou de ransomware. Ça, c'est une information que j'avais eue, puis j'aimerais ça que tu la confirmes. On dit souvent que lors d'une attaque, justement dans un parc informatique, tu le dis, aussitôt qu'un élément a été compromis, parle à un centre de contrôle, puis commence à communiquer ensemble. Et souvent, ce qu'on dit, c'est que depuis ce point d'entrée-là, bien là, il y a des ramifications qui se passent partout au sein de l'entreprise. Ça peut aller très loin. Puis souvent, quand un client ou quand quelqu'un se rend compte qu'il est victime d'une attaque, on peut prétendre que depuis plusieurs semaines, même mois avant le déclenchement de l'attaque,
il y avait des gens dans le système informatique d'une compagnie. Ouais. Donc, avec l'aide de ces logiciels-là, peuvent pousser le plus loin possible leur prise d'information, savoir qu'est-ce qui se transige dans cette compagnie-là, c'est qui cette compagnie-là, c'est quoi leur core business qu'on va appeler, donc c'est quoi leur centre d'affaires, comment ils sont capables de fonctionner. Puis là, le jour où ils pèsent sur attaquer, ben ils sont déjà rendus très loin dans le système. Là. Fait que c'est pas fait à un éclair dans le sens que aussitôt que c'est installé, je me fais attaquer nécessairement. Tout à fait. Tout à fait. On est dans des cas classiques, souvent, d'attaques plutôt aléatoires. Et un coup que l'attaquant a une porte d'entrée, ça peut prendre des jours. Oui, il y a une partie automatisée pour découvrir une cible ou autre, mais ensuite, ça peut aussi être de manière manuelle la suite de l'événement. Okay. Donc, on parlait de centre de données, de centre d'appel dans notre premier podcast. Ben, c'est un peu la même chose. Là, on a des gens qui sont en arrière de l'ordinateur qui vont aussi regarder les données collectées puis faire peut-être certaines actions manuellement. Et là, ben oui, ça peut prendre une journée, 2 jours, 48 heures, 72 heures, peu importe, selon ce qu'ils recherchent, savoir ce qui se passe, faire de l'investigation avant de dire on paye sur l'attaque et terminer. En fait, là, le rançon logiciel est souvent l'aboutissement de l'attaque. Et comme tu mentionnais, ben, après ça, l'investigation va conduire à savoir depuis combien de temps. De où ils sont rentrés, ça fait combien de temps qu'ils sont Exactement. Là. OK. Donc là, on parlait de logiciels justement un peu plus espions, des logiciels qui arrivent un peu plus par en arrière dans une deuxième couche. J'installe quelque chose en pensant que c'est legit. Finalement, il y a quelque chose de caché derrière, en fait, que ça, c'est malicieux. Il y a un autre type d'attaque que, lui, c'est beaucoup plus frontal. Un type d'attaque où je veux prendre contrôle d'un système. Je sais qu'il y a un nom d'utilisateur, je sais qu'il y a un mot de passe. Ben, je vais essayer 1 million de mots de passe jusqu'à temps de trouver le mot de passe pour être capable de rentrer dans ce logiciel-là ou dans cette infrastructure-là. C'est des attaques qu'on appelle brute force en français. Donc, en anglais, j'essaie de rentrer dans un système, j'essaie par tous les moyens possibles de rentrer, mais ça, c'est très frontal, plus que caché, en fait. Oui. Une attaque par brute force, on va voir des attaques par dictionnaire plus souvent. Okay. Parce qu'une attaque classique de brute force, de se dire hey, je vais tenter tous les mots de passe possibles de 1 à 19 caractères. Là, on parle quand même de plusieurs années pour y arriver. Bon, bien sûr, il y en a qui vont nous dire ouais, mais il y a les ordinateurs quantiques, là, on n'est pas dans ce domaine-là en ce moment. On est dans des cas plutôt classiques. Donc, ce type-là de brute force, on va y aller par dictionnaire. Puis on va utiliser des robots pour collecter des mots de passe qu'on pourrait voir sur Internet. On parlait de dark web ou de vente de données dans notre premier podcast. Ben, peut-être que j'ai eu accès à des mots de passe qui étaient à l'intérieur de ça. Je vais bâtir un dictionnaire de mots de passe qui ont été justement téléversés précédemment sur Internet. Ouais. Ils sont tous dans la même place. Donc, j'ai un dictionnaire avec plein de mots de passe que je sais que des gens ont déjà utilisés. Ouais. Je vais les essayer. Exactement. Okay. Fait que ça, c'est plus probable que je tombe sur un qui fonctionne. Et là, ben, effectivement, d'une attaque de brute force, on va habituellement voir ça peut-être sur un mot de passe d'un fichier, où est-ce que là, j'ai du temps pour pouvoir le faire, où est-ce que je veux essayer sur du long terme. Puis sinon, on va avoir ce qu'on va appeler une attaque par Rainbow Table en anglais, qui, elle, va être des identifiants codés que je peux aussi avoir eu accès dans des attaques déjà perpétrées. J'ai téléchargé ça. Et là, je vais essayer ces types d'identifiants-là plus codés dans des attaques précises. Okay. Donc, on va être moins sur des fichiers, on va être moins sur un nom d'utilisateur, mot de passe. On va essayer vraiment d'injecter un type de mot de passe codé sur différents systèmes, soit des bases de données, soit dans des fichiers ou dans du code déjà dans un logiciel. Donc, on a 3 types de brute force qui existent et tout ça va nous mener à gagner des privilèges plus élevés ou gagner l'accès à un système. OK, parfait. Tantôt, quand on parlait de logiciels, espions, malware, ces choses-là, ce qu'on a parlé, c'est que souvent, il y avait des logiciels, par exemple, que volontairement, on installait dans notre poste de travail, des fois qui n'étaient pas nécessairement légaux. À certaines occasions, il y a des logiciels qui existent dans mon ordinateur, mon système d'exploitation, par exemple. Puis, ben, ce système d'exploitation-là,
il est répandu dans le monde entier. Plein d'ordinateurs ont le même système d'exploitation que le mien ou utilisent les mêmes logiciels que les miens. Donc là, les attaquants, les cybercriminels, si on veut, les pirates, eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont essayer de trouver une faille de sécurité, soit dans un logiciel, soit dans un système d'exploitation. Puis le jour où ils vont trouver une nouvelle faille de sécurité que le fabricant du logiciel ou du système d'exploitation n'avait pas encore découvert, lui, de son côté, parce qu'on l'a dit tantôt, c'est des organisations criminelles, donc ils ont de la main-d'œuvre, ils ont du manpower pour être capables d'attaquer un fameux système. Le jour où il découvre une nouvelle faille de sécurité, le fabricant n'est même pas au courant. Donc, techniquement, il ne peut pas te protéger contre cette faille de sécurité-là parce que lui-même n'était même pas au courant. Donc, les attaquants qui ont cette nouvelle information-là vont commencer à se la partager. Puis là, ben, à un moment donné, ils vont commencer à attaquer, cibler un système d'exploitation, une technologie précise, un logiciel précis. C'est ce qu'on appelle dans le langage une faille de sécurité jour zéro ou zero day. Donc, c'est une faille de sécurité que personne dans le monde connaît. Là. Je viens de la découvrir. Là. Je viens de trouver une pépite d'or, là, puis comment je peux utiliser cette information-là. Comment on est capable de se protéger face à ça? Ou c'est quoi concrètement un zero day, puis qu'est-ce que je peux faire contre ça? T'sais? Ben, c'est d'être averti. Hein, on veut avoir l'information le plus rapidement possible. On le mentionne, c'est une nouvelle faille de sécurité qui pourrait avoir été connue du fabricant, mais pas rendue publique encore. Bref, là, elle est rendue publique. On peut se prémunir de plusieurs manières. La plus simple, c'est de tenir ces mises à jour le plus serrées. Donc, on veut avoir les dernières mises à jour le plus souvent possible. Oui, ça aussi comporte des risques. Là. Je ne rentrerai pas dans ce détail-là, mais les mises à jour sont déjà une première méthode. Ensuite, ben, selon la criticité du système, ben, il doit y avoir d'autres mesures qui ne reposent pas nécessairement sur le logiciel lui-même pour le protéger. Mais tu parlais d'un point, excuse-moi, je t'arrête là. Tu disais que l'affaire n'était pas connue. Ouais. Le jour où elle est connue, qu'elle devient publique, justement, bien, il existe une catégorisation de ces failles de sécurité-là. Il y a une communauté aussi de gentils dans l'histoire. Il y a une communauté de personnes qui veulent voir au bien-être des systèmes informatiques. Puis eux, quand ils découvrent justement cette vulnérabilité-là, bien là, ils la catégorisent. Comment on appelle ça? Bien, en fait, on va faire on va avoir recours à un gestionnaire de vulnérabilité ou un balayage de vulnérabilité qui, ce type de logiciel-là, va corréler, en fait, les vulnérabilités connues qui ont été rapportées publiquement. Les classifier aussi. Les classifier. On va avoir... on a plusieurs manières. Là. On a des codes CVSS qu'on parle. Puis il y a plusieurs versions de ce code-là, tout dépendamment en quelle année. Et ce code-là ben, va classifier en termes de chiffres de moins dangereux à plus dangereux. C'est quoi, c'est 0 à 10? On parle de 0 à 10, entre autres. Puis là, on a des décimales aussi à travers tout ça. Là, quand j'ai une sévérité 10, là, ça veut dire qu'il y a un gros trou. Là. Ma porte patio est ouverte, tout le monde peut rentrer. Ben, tout le monde, on va s'entendre. Tout le monde avec les connaissances tout le temps. Parce qu'il ne faut pas mélanger. On parlait de gens mal intentionnés, plus jeunes. Ben, ces gens-là ont quand même les connaissances. Même s'ils sont très jeunes, ils ont eu des connaissances pour pouvoir perpétrer des attaques. Donc oui, on fait affaire avec des logiciels de catégorisation, de balayage de vulnérabilité pour savoir et avoir la visibilité de ce qui est dans mon parc en termes de vulnérabilité. C'est ça qui va nous aider à aller faire les mises à jour aux bonnes places. All right. Fait que c'est catégorisé. Le jour où ça devient public puis que ça sort, souvent on voit des nouvelles passer. Là, logiciel XYZ, faille de sécurité, pardon, CVE 9, CVE sévérité 9, CVE sévérité 10, sévérité 8. Ben moi, advenant le cas où je détiens ce logiciel-là, par exemple, ou ce système d'exploitation-là, mon premier réflexe, ça devrait être d'aller faire mes mises à jour parce que ça devient public, le fabricant est au courant. Puis techniquement, il devrait travailler sur la solution, la fameuse patch qu'on va appeler. Donc, à ce moment-là, quand je suis conscient, souvent on les voit passer sur les téléphones, justement. Bien, souvent, les compagnies vont dire, bien là, allez faire vos mises à jour de téléphone parce qu'il y a une faille de sécurité qui a été trouvée. Il faut patcher les téléphones, il faut sécuriser le tout. Mais ça existe aussi dans tous les logiciels qu'on a sur un ordinateur.
Puis de là, d'être capable d'avoir une conscience de qu'est-ce que j'ai dans mon ordinateur, qu'est-ce que j'ai dans mon parc informatique, qu'est-ce que j'ai dans c'est quoi mes systèmes d'exploitation, est-ce qu'ils sont à jour, ces choses-là. En cybersécurité, la visibilité est la première étape. On doit savoir ce qu'on a. Ce que j'ai comme données, ce que j'ai comme logiciel, ce que j'ai comme matériel, c'est important de savoir tout ça. C'est notre point de départ. On parle de 0D. Il y a des compagnies, dans le but de se faire aider, vont offrir des paiements si les gens déposent des failles de vulnérabilité. Si toi t'en découvres une, au lieu de la donner aux méchants, donne-nous-la, puis on va te payer pour. Oui. OK. Ouais. Donc, c'est une manière de justement, hey, regarde, on veut nous aider. Parce qu'il y a des gens qui le font même gratuitement pour le plaisir. Puis, on se rendait compte que certaines compagnies, ben, des fois, ils faisaient comme, hey, non, on veut rien savoir. Puis après ça, ben, les gens se retournaient puis ils disaient, hey, regarde, eux autres, là, moi, j'ai trouvé de quoi. J'ai voulu leur dire. Puis ils n'ont rien voulu savoir. Fait que maintenant, ils payent pour ça. Ils payent pour avoir ça. Les bounty qu'ils appellent. Oui, des rewards bonus, bounty. Donc ça aide les compagnies justement à bonifier leur sécurité pour qu'au final, ben, tout le monde puisse en bénéficier. Puis il y a un point important de tout ça que je ne veux pas qu'on passe à côté, Pascal, parce que on parle de choses qu'on installe ou que je recherche, mais il y a une attaque qui est vieille comme le monde depuis qu'Internet est arrivé, là. Les fameux spams, l'hameçonnage. Écoute, j'étais jeune, je commençais, j'avais ma première adresse courriel, qu'on recevait déjà des placements de produits, qu'on recevait de la publicité, puis tout de suite, ça a été flairé par nos acteurs malveillants, puis on dit « Hey, ça coûte pas cher, ça pourrait rapporter. » Et les hameçonnages sont une des manières de rejoindre le plus de monde en très peu de temps. Puis si on a un 10% de gens sur un envoi de 100 000 courriels qui ont cliqué, imaginez combien que j'ai eu de personnes au bout de la ligne. J'ai fait quoi? 15 minutes de travail? Mais ça, l'hameçonnage, là, ça, c'est une affaire qui est super important parce que aujourd'hui, tu l'as dit tantôt, c'est vieux comme le monde. Aussitôt qu'Internet est arrivé, les courriels sont arrivés pas longtemps après. Mm-hmm. Donc, tout le monde aujourd'hui a une ou plusieurs adresses courriels. Et à ce moment-là, ben, tu te mets à risque, à savoir de recevoir du spam en question, en sachant... Puis là, les techniques sont de plus en plus raffinées, là, parce que là, je viens de me commander quelque chose sur Internet, je reçois un courriel, « Hey, salut, ton colis il est prêt aux douanes, clique ici. » Eux autres, c'était totalement fortuite comme coïncidence. Là. C'est pas qu'ils savaient que j'avais commandé, c'est juste qu'ils se sont essayés. Moi, je me sens interpellé par ça parce que souvent, c'est ça le concept, c'est qu'on va essayer de créer un sentiment d'urgence auprès de la personne qui reçoit le courriel. Il y a quelque chose qui se passe. Tu sais, le plus vieux courriel du monde, là, c'est « Salut, je suis le prince du Nigeria, on est petits cousins, je te dois $1 million, rappelle-moi, puis on va être capable de discuter de ça. » Mais ça, c'en est un qui est un peu tellement grossier que tout le monde se dit « Ben voyons, c'est sûr que c'est une fraude, fait que ça, je ne vais pas cliquer dessus. » Mais au fil du temps, ça s'est tellement raffiné. Des fois, là, je reçois des courriels de mon institution bancaire avec des informations. J'y crois, là, comme je suis là. Donc, l'hameçonnage en tant que tel, comme tu l'as dit, ça cible beaucoup de gens très rapidement. Puis souvent, la seule moyen de défense qui nous reste, c'est notre connaissance, en fait. C'est notre sensibilisation face à la cybersécurité ou face justement aux menaces, parce qu'on parle de menaces aujourd'hui. C'est une des raisons pour laquelle on veut en parler de l'hameçonnage, parce que c'est une menace qui nous guette tout le temps. Parce que si je le reçois dans une de mes boîtes courriel, je peux le recevoir dans mes 10 boîtes courriel, puis je peux vraiment être assujetti à cliquer sur quelque chose, des fois volontairement, des fois par inadvertance aussi. Tu reçois des choses sans le savoir, tu n'es pas trop sûr, ou des fois, tu es tellement pressé dans ton courriel de travail, tellement pressé, tu cliques sur quelque chose sans penser, tu peux te faire attaquer. Si tu veux me parler du hameçonnage, j'aimerais ça. On l'a dit, l'hameçonnage, c'est comme pêcher à la dynamite, l'expression qu'on pourrait dire. Puis sinon, il y aurait de l'arponnage, en fait. Oui. Ce qui passe aussi par les courriels, mais c'est une technique un peu différente. Oui, un peu plus différente. L'arponnage ou spear phishing en anglais, on va cibler. OK. Donc, on va cibler un département, on va cibler une personne dans une entreprise. Et j'introduis aussi le mot de social engineering, donc l'ingénierie sociale, puis on en reparlera ensuite. Donc, je vais faire une couple de recherches, puis je vais m'informer, puis je vais téléphoner,
je vais obtenir des informations, puis on va parler, dans un cas typique, de la fraude au président. Donc, je téléphone compagnie X et je commence à poser des questions. Hey, je suis fournisseur, j'ai des problèmes de paiement de votre côté. Est-ce que vous avez le bon numéro de compte, par exemple? Puis on va confirmer des informations. Puis au fil d'en aiguille, je vais obtenir qui signe peut-être les chèques de paye. Puis là, je vais téléphoner à cette personne-là. Et donc, le spear phishing, c'est que je suis en train de cibler quelque chose dans une entreprise. Une personne ou un Une département. personne ou autre. Et là, à partir de là, je vais rentrer en communication téléphonique avec cette personne-là. Puis là, je vais essayer mon stratagème de faire passer un chèque, par exemple, pour le déposer dans mon compte frauduleux. Mais il faut retenir que le spear phishing s'adresse plus particulièrement à une personne ou un département plutôt que au spam, l'hameçonnage qui est vraiment très aléatoire, une banque d'adresses courriel et j'envoie ça, puis je vais à la pêche à la dynamite comme on mentionnait. Tantôt. Ce que j'ai trouvé intéressant quand tu parlais du spear phishing pour cibler une seule personne, la fameuse fraude du président, tu as glissé le mot, puis je veux qu'on en parle de ça aussi parce que c'est rendu de plus en plus populaire avec les technologies qu'on a, l'ingénierie sociale. Donc, le concept d'ingénierie sociale, si on veut résumer ça, c'est se faire passer pour quelqu'un qu'on n'est pas pour obtenir des informations qu'on ne devrait pas. Mettons qu'on résume ça comme ça. Donc, il y a eu une fraude récemment très populaire qu'il y a un faux employé qui a appelé le département TI d'une compagnie. Il a dit « Salut, je m'appelle employé X, mon mot de passe ne fonctionne plus, je suis en clientèle, j'ai besoin que vous me resettiez ça rapidement. » Parfait, tu l'as reseté. C'est quoi le nouveau mot de passe que tu m'as donné? La personne pour qui il s'est fait passer était un administrateur système. Donc, il y avait des hauts privilèges au sein de la compagnie. Puis, bien, avec le nouveau mot de passe que le technicien informatique qui a pris l'appel, pour lui, c'est legit. Là. J'ai personne Y. Jonathan m'appelle. C'est mon collègue de travail. J'ai un problème avec ça. On est une grande compagnie. Jonathan, j'y parle 2 fois par année sur Teams. Je ne sais pas trop. Je reset le mot de passe dans une bonne intention. Souvent, c'est ça. C'est que c'est foi de bonnes intentions. Les gens veulent aider les autres. Fait que souvent, les pirates ou les acteurs malveillants vont se fier sur la bonne foi, la générosité des gens. Puis là, mais à ce moment-là, je me retrouve avec les mots de passe administrateurs d'un système. Puis ben, je peux faire du dommage à l'infini rendu là. Ça n'a quasiment pas de limite. Donc, l'ingénierie sociale en tant que telle, comment, à part dans cet exemple précis-là, comment on peut arriver à s'en servir? Comment les pirates, en fait, peuvent arriver à s'en servir au sein d'une entreprise? Ben, on met ça, je veux dire, on met ça gros, là, présentement, mais c'est une situation très plausible. On va le rapetisser un petit peu. OK. On s'en va à l'aéroport, moi et toi. Puis on s'en va en voyage. Puis on parle de travail, d'un contrat, d'un client. L'information qu'on est en train d'échanger, Tout le monde l'entend. tout le monde l'entend. Si l'information est confidentielle, ben, je suis en train de l'en donner. Là, on extrapole, là, on est loin, là, mais si je suis suivi, si on est ciblé présentement, ben, ça se peut qu'on diffuse l'information qu'on n'était pas censé. Donc, c'est ça aussi de l'ingénierie sociale, c'est d'obtenir par différents moyens sociaux d'avoir de l'information confidentielle ou privilégiée. Donc, ça peut être au téléphone, ça peut être en personne, ça peut être l'inspecteur de pompiers qui vous arrive en vous disant hey, « Je suis pompier, je m'en viens inspecter », puis en fait, il est en train de faire une reconnaissance des lieux. Ça peut être... Quelqu'un qui rentre avec juste un dossard puis une échelle, puis tu dis « Il y a d'affaires là, il va changer une ampoule. Il y a d'affaires là, lui. Oui. » Mais au final, comme tu dis, il y a un système de caméra là, il y a un système de caméra là, donc si je veux faire quelque chose... On va pousser, là. Quelqu'un qui rentre, un client, lui, il regarde, il y a un néon de brûlé, il revient le lendemain, il envoie un de ses chums, puis il dit hey, dis, tu fais-toi passer pour le gars de maintenance, tu t'en viens changer les néons. Puis là, il est en train de se promener dans vos bureaux. Si on n'a pas de politique qui encadre ça, ben, la personne est en train de faire un tour d'horizon, peut-être de zioter pour du futur. Donc, c'est important d'avoir des bonnes politiques de sécurité. On parle d'informatique, on bifurque qu'aujourd'hui, on est peut-être un petit peu plus au niveau physique, mais ça fait partie de sécurité parce que si on est ciblé en tant que moyenne, grosse entreprise ou petite entreprise, ben, ça ne change rien. On est en train de se faire cibler pareil. Des bonnes vieilles fraudes, là, comme on les connaît. Un autre des menaces aussi qui existe, puis ça, on en a eu une au Québec très populaire, en fait. On va l'appeler en français un facilitateur interne. Donc, quelqu'un de malveillant à l'intérieur de la compagnie. Oui, en anglais, insider threat.
Donc, effectivement, j'ai des accès privilégiés à de l'information. Ça se peut que je veuille peut-être les sortir, les monétiser. Je veux faire du tort. Je travaille peut-être pour une entreprise qui a des brevets. Si j'ai accès à ça, à des brevets ou à des méthodes de travail, ça se peut que je veuille les sortir. Ça se peut que je fasse du chantage avec ça. Donc, pour certains milieux, d'avoir des connaissances des politiques et des accès privilégiés et une mauvaise gestion d'alerte, pourrait arriver à faire de ça un facilitateur pour le monnayer, pour une organisation criminelle ou pour mon propre chef. Son bénéfice personnel, oui, c'est ça. oui. Des fois, c'est juste une personne qui, en lui-même, dit j'ai accès à des informations, je peux en sortir, en vendre un peu, je me fais de l'argent avec ça, je me ferai potentiellement pas pogner. Donc, ça se peut que, pas que tout le monde commence à virer paranoïaque non plus, là, que les employés sont tous malveillants, mais ça peut arriver à certaines instances que une personne, pour son propre bénéfice, va décider d'agir. Tout à fait. Ça. Puis, une des manières très simples de contrer le facilitateur interne, c'est souvent la double vérification. D'avoir quelqu'un qui fait les mêmes tâches et d'être obligé de se rapporter un et l'autre. Juste le fait, même si moi je suis superviseur puis j'en ai rien à faire des informations qu'il vient me dire, là. Mais juste le fait qu'ils doivent venir me le dire, souvent les gens vont être un petit peu plus réticents. On n'est pas à l'abri, mais... Non, c'est clair. Dans le concept, là, justement, là, d'ingénierie sociale, en fait, il y a des fraudes qui sont de plus en plus pointées vers des particuliers aujourd'hui qu'on entend, qu'on voit, avec toutes les technologies émergentes, l'intelligence artificielle, ces choses-là. Le fameux deepfake, en fait. Donc, l'ingénierie sociale, ce qu'on disait tantôt, c'est que je peux simplement appeler, me faire passer pour quelqu'un d'autre, puis obtenir des informations. Mais là, aujourd'hui, avec le deepfake, on est capable avec un court extrait vidéo de ta voix, par exemple, je serais capable de prendre ma voix, faire du voice-over qu'on appelle, donc la voix par-dessus la mienne, et me faire passer vraiment pour Jonathan Johnson, avoir ta voix, tes expressions, puis là, appeler quelqu'un. Ce qui pousse encore plus l'ingénierie sociale, en fait. Oui, tout à fait. Dernièrement, il y a eu des reportages dans des grandes chaînes de télé au Québec qui faisaient un test, justement, de ça. Le journaliste fait enregistrer sa voix avec un complice et utilise l'enregistrement pour téléphoner une connaissance. Et on y va dans du legit. Il demande juste de préparer 2 verres d'eau, puis il va être là dans les 15 prochaines minutes environ. Il arrive avec son complice et les 2 verres d'eau sont sur la table. Et tout ça est enregistré. C'est anodin, c'est 2 verres d'eau. Mais c'est juste assez pour montrer la puissance de cette méthodologie-là, de dire la personne y a cru. Elle a cru à l'enregistrement. Donc, si elle a cru à l'enregistrement, on peut facilement dire que ça fonctionne ailleurs. Et c'est là le danger de tout ça. C'est d'autant plus dangereux qu'on pourrait dire je vais le faire sur le vidéo. Je pourrais transposer mon visage sur une autre vidéo aussi. Donc, même si je demanderais à voir la personne, il est possible que la face soit pas la bonne. Soit là. Donc, c'est très nouveau. Est-ce qu'il y aura dans le futur une manière de contrer ça? Je le souhaite. On n'est pas à l'abri. Mais il y a une chose que je veux absolument pas passer à côté, Pascal, qui est, encore une fois, pas nécessairement de la négligence, c'est pas nécessairement fait de mauvaise foi, mais ce sont des mauvaises configurations. Une mauvaise configuration est aussi dangereuse que n'importe quelle des choses qu'on vient de mentionner en ce moment. C'est pas intentionnel, puis d'autant plus, si c'est pas intentionnel, c'est peut-être parce que j'ai pas eu les bonnes connaissances. Manque de connaissances. Ouais. Et souvent, lorsqu'on a des incidents, ça arrive que c'est une mauvaise configuration, puis on se rend compte que ça ne devait pas donner accès à X, Y, Z, mais ça le donnait. Et là, c'est arrivé, on s'est fait avoir. La porte d'entrée. Donc, une mauvaise configuration, si vous jugez que les gens n'ont pas les connaissances à l'intérieur de votre infrastructure, faites affaire avec les gens qui ont les connaissances
et assurez-vous que ce soit fait dans les règles de l'art parce que on parle de mauvaise configuration, mais ça pourrait être juste qu'on a activé quelque chose puis on n'a pas terminé la configuration puis on voulait terminer ça 72 heures plus tard puis dans ces 72 heures-là, c'est là qu'on s'est fait prendre. C'est vrai que la sécurité, en fait, des fois, on a un besoin X, Y, Z. Je veux amener un nouveau logiciel. Je prends ce logiciel-là. Le logiciel me demande d'avoir accès à un paquet d'informations pour être capable de, mettons, des logiciels de gestion centralisée, de gérer les informations de façon centralisée. Tu ne poses pas trop de questions, tu le configures comme tu le penses. Bien, c'est toujours important que ça soit matériel, que ça soit logiciel, de faire affaire avec la vraie personne qui connaît ça, un vrai intégrateur, une vraie personne, un vrai technicien pour la configuration initiale, pour justement pas laisser de blind spot, pas laisser de configurations qui ne sont pas traitées, qui ne sont pas gérées ou qui ne sont pas considérées, en fait. On veut obtenir la gestion du risque. Donc, en utilisant les meilleurs joueurs, on minimise notre risque. Et si on a les capacités, ben, à l'avance d'établir, ça serait quoi les risques durant l'implantation et après l'implantation. Super. Bien, ça fait un portrait pas global, parce qu'il y en a d'autres, on aurait pu en parler pendant des heures, mais les grandes menaces, en fait, qui guettent tous les utilisateurs d'un système informatique, soit personnel, soit en entreprise, bien, c'est les menaces auxquelles ils peuvent faire face de façon plus populaire, de façon plus régulière. Donc, toujours faire attention à ce qu'on fait avec les informations qu'on a, toujours s'assurer aussi de valider les informations qu'on a ou ce qu'on se fait demander. Donc, tu l'as dit tantôt, une double vérification, c'est toujours important que ça soit des réflexes qu'on développe, en fait, pour être capable d'être sensible à cette réalité-là, en fait, des cybermenaces. Bien, merci beaucoup encore aujourd'hui pour ta pertinence. C'est toujours très apprécié. Évidemment, là, on a parlé des cybermenaces. Là, on va arriver avec des pistes de solutions. On va arriver avec des solutions concrètes à savoir comment je peux me protéger face à toutes ces choses-là. On n'a pas juste la peur dans la vie. C'est clair. Dans le prochain épisode, on va parler de ça ensemble. Chers auditeurs, merci beaucoup d'avoir été là. À une prochaine fois. Bye bye.